Nous avons alors maintenant une séance très particulière comme vous le savez, nous essayons de mobiliser nos deux académies, l'Académie nationale de chirurgie et l'Académie nationale de médecine et les fondations qui travaillent avec pour aider les Ukrainiens victimes de la guerre. Nous nous réunissons ce soir. Restez tous avec nous parce qu'on doit faire une grande photo de famille avec, bien sûr, nous avons invité bien particulièrement la chaîne de l'espoir, qui est notre bras armé pour aller espérer faire des interventions solidaires, à la fois en distribution de matériel sanitaire, mais aussi en matière de ressources humaines capables d'intervenir sur le terrain. Et je voudrais juste donner quelques instants la parole au professeur Raphaël Pitti, qui est venu spécialement de Metz pour participer à cette réunion, pour nous parler de son expérience. Il est anesthésiste réanimateur, il a été professeur au Val-de-Grâce et depuis plusieurs années maintenant, il passe son temps sur les champs de guerre, aussi bien en Syrie et maintenant en Ukraine. Et donc c'est très important de pouvoir lui donner quelques moments la parole. Et puis après, on donnera également la parole bien sûr à Éric Chesson et Alain Deloche qui sont là pour nous raconter ce qu'on va pouvoir faire en Ukraine. Alain, tu viens ici. Alain et Éric Chesson. Bien sûr, il faut mentionner la présence de la Fondation de l'Avenir et de la Mutualité française qui sont là pour soutenir l'action et nous apporter des moyens financiers, des moyens humains, des moyens matériels. Ils représentent, ces deux structures représentent la mutualité dans tous ses aspects, la MGEN, les mutuelles de santé. Et donc, et bien sûr, ne pas oublier, je n'ai pas oublié, mais il y a également le RESA qui est présent ici. Jean-Claude Coffinal, si tu veux présenter ton invité. C'est très important le RESA. Pourquoi? Parce qu'il va nous expliquer. Jean-Claude Coffinal. Un micro. Centrale d'achat pour tous les matériels. Le RESA, je ne vous présenterai pas véritablement le RESA en disant que c'est effectivement une centrale d'achat qui est décentralisée, mais pour l'ensemble des produits pharmaceutiques, etc., qui a, je crois, un gros volume, puisqu'il faut 3 milliards de chiffre d'affaires, et avec lesquels on travaille beaucoup pour les hôpitaux généraux et beaucoup d'adhérents. Et surtout, voilà, on a la présence du directeur du développement du RESA avec nous aujourd'hui. On pensait que ça pouvait être aussi un intermédiaire, puisqu'il faut être absolument en contact avec les fournisseurs, etc. Absolument. Je pense qu'ils ont vraiment un réseau extraordinaire et ça peut nous aider à faciliter des actions ciblées, puisque j'ai entendu parler qu'on s'orientait vers des actions ciblées. Il faut avoir quelqu'un qui puisse... Pour le détail des projets possibles, c'est Éric Chesson et Alain Deloche qui pourront nous dire très précisément les besoins ressentis sur le terrain, ceux qu'on peut explorer, ceux qu'on peut vouloir éventuellement investir. Donc c'est un processus, on est au début de quelque chose, mais il faut le faire. Donc c'est un moment de mobilisation et de médiatisation pour sensibiliser tous les intervenants possibles, quel que soit leur niveau de capacité d'intervenir. Voilà, et je dis Guylain Biancarelli, puisque je n'avais pas dit son nom. Tu n'avais pas dit son nom. Voilà. Merci. Merci beaucoup d'être là. Raphaël Pitti, voilà. Moi, j'ai entendu ton nom parce que ma femme, il n'y a pas très longtemps, écoutait France Inter et j'étais pas à la radio, écouter la radio. Elle me dit, tu as raté quelqu'un d'extraordinaire. Il faudrait que tu le rencontres. Merci d'être venu. Monsieur le Président, c'est moi qui suis très sensible à votre invitation, vraiment très très importante, et d'être parmi vous, chers collègues. Je suis anesthésiste réanimateur, je suis professeur agrégé du Val-de-Grâce en médecine d'urgence et médecine de catastrophe, spécialiste du terrain de guerre, bien évidemment, puisque depuis les années 80, j'ai participé à toutes les situations de crise de notre pays, y compris les guerres en Afrique, comme au Liban, comme en ex-Yougoslavie, y compris durant la guerre du Golfe, bien évidemment, et j'ai été expert auprès de l'OTAN pendant 4 ans pour représenter notre pays au groupe de médecine d'urgence pour coordonner, homogénéiser les pratiques au sein des forces de l'OTAN.
Donc, il se trouve qu'en 2004, j'ai quitté l'armée et puis je continuais parce que je voulais continuer une activité auprès du patient, technique, auprès du patient. J'étais devenu médecin général et on avait tendance à vouloir m'orienter vers l'administration. J'ai préféré quitter mon institution parce que je ne me sentais pas du tout en âge de compter les chaussettes. Et donc, j'ai préféré aller à l'hôpital. Et donc, j'ai monté un service de réanimation dans une polyclinique à Nancy, la polyclinique de Gentilly. Et j'en avais la responsabilité quand en 2012, j'ai entendu un collègue franco-syrien parler justement des bombardements et des destructions des hôpitaux systématiques en Syrie. C'était en 2012. Et donc, j'ai pris un téléphone, je les ai appelés et je suis parti en 2012 en Syrie, clandestinement, dans le premier hôpital dans lequel j'étais, à Dana, 60 km à l'ouest d'Alep. J'y ai travaillé dès la première journée. Nous recevions l'ensemble des victimes des zones autour d'Alep, etc., qui étaient évacuées sur la petite ville de Dana, plus considérées en zone de sécurité. Au troisième jour, dans la nuit du mardi à mercredi, à 2 heures du matin, je me suis couché. C'était un peu plus calme. Et à 4 heures du matin, le muezzin m'a réveillé. Je me suis jeté par terre et l'hôpital a été détruit. Oui. Nous avons soigné tous nos blessés, les infirmiers, des plaies du foie que nous avions, etc. Et puis ensuite, avec mes 4 collègues, nous en avions réchappé. Nous sommes partis sur la ville de Al-Bab, au nord-est d'Alep. L'hôpital de la ville avait déjà été détruit et nous avons travaillé dans un hôpital clandestin. Je l'ai quitté le 7 octobre, il a été détruit le 16 octobre, avec une partie des personnels avec lesquels j'avais travaillé. Durant ce moment-là, en tant que comment dirais-je, expert en termes de médecine d'urgence, d'organisation, de médecine de catastrophe, force était de constater que mes collègues syriens ne savaient pas du tout ni gérer les afflux de victimes, ni assurer la prise en charge de réanimation et chirurgicale de ces victimes. Bien évidemment, la guerre en Syrie est une guerre essentiellement urbaine, comme celle que nous connaissons maintenant en Ukraine. Ce sont les villes qui sont bombardées, les hôpitaux civils qui sont bombardés. Bien évidemment, ceux qui sont directement impactés, c'est bien les structures civiles. Et dans ce cas-là, les structures civiles sont obligées à la fois de continuer leur activité normale, disons-nous, de l'appendicite à l'accouchement éventuellement, mais aussi les afflux de victimes qui peuvent arriver à ce moment-là. Bien évidemment, mes collègues syriens ne savaient pas faire ça, ne savaient absolument pas trier, ne savaient pas du tout, les chirurgiens ne savaient pas faire de damage control, les secouristes sur le terrain ne savaient pas non plus assurer ce damage control. Tous les grands principes, la protocolisation de la prise en charge de la douleur, la protocolisation de la prise en charge du risque infectieux à type de gangrène, enfin de germes anaérobiques, etc. Tout cela n'était absolument pas protocolisé et donc chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Et toutes les équipes étaient en permanence au front à faire face. Et donc, au bout de 48 heures, ils étaient complètement épuisés par rapport à cette situation, tout en sachant qu'à tout moment, l'hôpital pouvait être bombardé. Et donc, il est évident que quand je suis sorti de Syrie en 2012, je leur ai proposé de participer à la formation des personnels soignants. Et c'est ce qui s'est passé en 2013, après avoir formé un certain nombre de médecins franco-syriens à Metz, grâce aux sapeurs-pompiers qui avaient mis à leur disposition leur structure de formation. Après les avoir formés et avec 400 kilos de matériel, je suis retourné en Syrie en février 2013 à Alep pendant la période de guerre, effectivement. Vous verrez d'ailleurs, et vraiment, je vous invite tous, pour bien comprendre ce qu'était, je vous invite à voir ce film pour Sama, qui vous expliquera vraiment ce qu'a été la situation, ce qu'est la situation, ce que sera la situation en Ukraine pour nos collègues dans les hôpitaux. Et vous comprendrez la difficulté qu'il peut y avoir. Je voudrais vous dire vraiment, et je pense que ça mériterait même une séance de votre académie, sur le fait que les Syriens ont écrit une page de l'histoire de la médecine. Et sur le plan chirurgical en particulier, en ayant fait progresser la chirurgie ambulatoire d'une manière très, très importante, puisqu'il n'était plus possible du tout d'hospitaliser les patients dans les structures hospitalières et les chirurgies les plus graves devaient partir à l'extérieur pour revenir pour quelques soins quand cela était nécessaire. C'est le seul pays dans une situation de guerre pendant 10 années qui n'a pu compter que sur son propre service sanitaire pour assurer la prise en charge des populations durant ces 10 années, tout en ayant été bombardé constamment. Même lorsque nous avons créé des
des hôpitaux au fond des mines, les Russes sont venus avec des missiles téléguidés anti-bunker qui peuvent descendre à 17 mètres de profondeur et qui les ont fait exploser, même là-dessus durant cette situation. Ils ont même inventé des fixateurs externes quand ils en manquaient, etc. Je crois que véritablement, il est important qu'il y ait une prise de conscience de ce qui s'est passé, ce qui s'est passé durant ces 10 années en Syrie vis-à-vis du corps sanitaire, qui est assuré malgré tout avec courage et détermination. Chers collègues, comme vous le savez peut-être, mais par anticipation, mais sans imaginer que ça allait être aigu, nous préparons pour les rencontres internationales de la chirurgie francophone 2022, 28-29 novembre, ici à l'Académie, une séance sur les chirurgiens face aux victimes des grandes catastrophes, qu'elles soient d'origine naturelle, qu'elles soient d'origine humaine, dans le cadre des guerres. Donc vous serez, ce que vous avez dit tout à l'heure, l'expérience syrienne, eh bien ce sera formidable de pouvoir venir la présenter plus en détail, avec un temps suffisant pour... Alors, donc il a fallu mettre en place, former ce personnel durant la période de guerre. C'est ce que nous avons fait en créant un centre de formation à la médecine de guerre, d'abord à la frontière syro-turque, à Bab el-Awa, qui a été bombardée malgré tout par les Russes. Et j'ai donc développé une douzaine de cours en fonction des besoins et au fur et à mesure du temps, que ce soit d'abord la formation des secouristes, 50% des blessés en situation de guerre ou de terrorisme meurent sur le terrain d'asphyxie ou d'hémorragie, c'est ce qu'on appelle la Golden Hour là-dessus. Et bien évidemment, il a fallu former aussi les médecins, les infirmiers. Il a fallu former aussi à l'utilisation de l'échographe en urgence comme moyen diagnostique et de tri. Il a fallu former aussi au chimique, quand le chimique est arrivé, bien évidemment aussi. Nous avons apporté le matériel nécessaire à la prévention des hôpitaux et mis en place les plans de prévention contre le risque chimique quand cela est vu. Malheureusement, tout n'a pas suffi, bien évidemment. Nous avons développé, il a fallu former des auxiliaires sanitaires de type militaire un peu parce que les infirmiers avaient fui aussi. Donc, un cours spécifique à la formation des auxiliaires sanitaires en 4 mois pour pouvoir assurer les soins dans les différents hôpitaux. Il a fallu former des femmes à devenir sages-femmes parce que effectivement les femmes spontanément se proposaient pour assurer le suivi lorsque les parturientes accouchaient. Mais elles n'avaient aucune idée du suivi des grossesses au premier trimestre, deuxième, etc. Donc, nous avons fait un cours spécifique à ça. Nous avons fait un cours de chirurgie de guerre avec mon collègue anglais de Barnett. Si je comprends bien, un énorme effort de formation et on rejoint finalement, si je sais, la philosophie de la chaîne de l'espoir, que Eric va peut-être va dire quelques mots et comment vous allez lier vos savoirs, votre potentiel pour aller sur ce qui va nous intéresser, comment faire que des donateurs importants pourraient donc devenir actifs sur les besoins actuels ressentis sur le terrain en Ukraine. Il y a eu au total une douzaine de cours qui ont été mis en place en fonction des besoins, qui ont été spécifiques. 4 centres ont été créés en Syrie, autour du pays. 2 encore sont tout à fait fonctionnels aujourd'hui. Et le but essentiel face à cette situation que nous avons dénoncée dans les médias, c'est-à-dire que la stratégie russe reste la même, elle sera la même, c'est une stratégie de terreur. Les Russes n'ont pas la même, et en particulier Poutine ne met pas la même valeur humaine. Il a détruit Alep, il a détruit à plus de 60% ce pays, 60% des infrastructures sanitaires. Il a détruit Grozny également. Grozny, bien évidemment. Nous allons voir en Ukraine se déployer la même stratégie d'encerclement, de bombardement systématique, de destruction et d'encerclement des populations jusqu'à les faire céder par la faim, le froid et la terreur. Nous allons vivre la même chose et les hôpitaux ne seront pas épargnés, bien évidemment. Il est nécessaire de former le personnel soignant dans cette situation-là, qui n'est pas prêt non plus, parce qu'il est directement impacté, le personnel civil s'entend. Et donc l'idée était de profiter de l'expérience que nous avons acquise en Syrie pour nous associer avec la chaîne de l'espoir et ouvrir, dès la semaine prochaine, je serai en Ukraine, et pour ouvrir un centre de formation et faire ce que à quel endroit vous allez vous localiser? À Lviv. Oui, à Lviv, c'est là que nous avons choisi d'y être. Très bien, d'accord. Parce que c'est important pour la logistique, le transfert des matériels, etc., des ressources humaines. Oui. Donc peut-être, Eric, tu vas nous recontextualiser tout ça. Et puis ensuite, on fera une photo de famille. On va tous se mettre en tenue de bloc opératoire avec les calots de la chaîne de l'espoir pour faire une photo très importante pour Paris Match. Il faut absolument qu'on ait des grands médias. Il faut que ce soit très fort pour la chaîne de l'espoir. On fait tout ça parce qu'on pense qu'il faut faire quelque chose
chose. C'est pas véritablement pour nous mettre en valeur, c'est pour mettre en valeur ce qu'il faut faire sur le terrain pour ces gens qui meurent injustement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Albert Claude. Je crois que ce moment est très important. On a souvent fait des présentations sur ce que fait la chaîne. Et la chaîne, c'est un peu l'école de médecine, c'est l'école de chirurgie française. Et c'est une chose sur laquelle nous sommes très attachés, sur la formation. Je rentre là de Kaboul et ça vaudrait déjà une séance. Mais nous savons faire beaucoup de choses à la chaîne, mais il nous a paru indispensable d'appeler Raphaël. Parce que Raphaël, c'est un être unique par son expérience, par ce qu'ils ont développé, par cette formation de ces gens qui vont directement au contact du drame. Et vous savez très bien qu'on meurt d'hémorragie et d'asphyxie et avec des gestes, je dirais simples. Ils sont simples quand on est ici, mais apprendre, former, et quand je vois le nombre qu'ils ont formé en Syrie, il nous a paru évident avec Alain d'appeler Raphaël. Alors bien sûr, nous avions commencé à faire des missions sur l'Ukraine, parce qu'en général, les histoires de la chaîne commencent toujours, il y a un élève d'Alain qui... il y a le tremblement de terre d'Haïti, il y a toujours un élève d'Alain qui appelle, parce que... et là, c'est un élève, c'est Nicolas franco-ukrainien, cardiologue à Georges Pompidou, qui appelle Alain, qu'est-ce qu'on peut faire et autres. Et donc, on a commencé à faire classiquement l'envoi de matériel ciblé parce qu'on a développé très vite un réseau. Pourquoi? Parce que le dénommé Nicolas avait une fille et un gendre, tous les deux urgentistes à Kiev, et donc on a pu contacter tout un réseau. Katia est maintenant en poste à la chaîne de l'Espoir. Mais on a bien vu qu'envoyer du matériel et bien sûr prendre des enfants et autres, c'est ce que nous faisons de façon classique, mais que face à un drame aussi effrayant, et nous en parlé avec nos amis des MSF qui étaient à Mariupol, qui ne peuvent plus l'être, et vous avez vu que la maternité est évacuée aujourd'hui vers la Russie, et ce qui va dans le sens de Raphaël. Et l'expérience de Raphaël en Syrie est absolument unique. Et donc, nous nous sommes dit qu'il fallait à tout prix faire quelque chose avec eux et de conjuguer nos efforts pour faire ces centres de formation. Et donc, il y a une mission qui part mardi prochain. Et donc, on développe le 3e axe, envoi de matériel, les enfants, et puis les enfants et les adultes que nous hospitalisons à travers le réseau de la chaîne, et bien entendu ce programme grâce à l'expérience incroyable de Raphaël. Et il nous a paru important, puisqu'on en discutait avec Albert Claude, que l'académie, par ce qu'elle représente et surtout par son réseau, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de monde. Et nous avons déjà fait un appel en accord avec Raphaël sur éventuellement certains de nos confrères qui seraient prêts à partir soit en limitrophe, soit en Ukraine, en fonction du pire, puisque on a l'impression que depuis 5 semaines, à chaque fois, les choses sont pires. Vous avez vu aujourd'hui ces bombardements sur cet énorme immeuble avec Croix-Rouge et autres. Et donc, je pense que le pire est peut-être à venir, et c'est pour ça que nous mettons en route cette dynamique. Et moi, je suis très heureux de faire ça avec Raphaël, parce que c'est développer quelque chose sur lequel nous avons tous, malgré notre longue expérience, je dirais entre guillemets, des terrains particuliers. Là, c'est extraordinaire dans le sens fort du mot, c'est-à-dire que nous avons peu d'expérience ou peu de passer là-dessus, et travailler avec Raphaël est pour moi nécessaire, et en plus c'est un honneur. Voilà. Oui, j'ai peu de choses à ajouter devant une situation aussi absurde, irrationnelle,
il nous faut être rationnel, c'est-à-dire de bien répondre aux besoins exprimés localement. C'est ça qui est important. Le terme humanitaire est dépassé. Là, je crois que c'est appel à chacun, chacune, avec sa compétence. Et c'est vrai, quand on contacte des collègues ukrainiens, que ce soit à Kiev ou ailleurs, on n'a qu'une seule envie, c'est de les aider, mais de les aider efficacement. Et des listes de médicaments très spécifiques nous parviennent, qui ne sont pas des masques ou des casaques. C'est des choses tout à fait précises et on essaye de répondre toujours à des demandes précises. Et donc, plus on sera, mieux on sera. Patrice. Oui. Écoutez, je mesure tout à fait le fossé qu'il peut y avoir entre mon intervention dans un amphithéâtre du 6e arrondissement, c'est cela? C'est ça. Et l'expérience de notre collègue qui a travaillé sous les bombes dans des conditions effroyables. Je mesure le fossé. Et c'est très, très modestement que je voudrais vous poser une autre question. Une question d'ordre politique. Et encore une fois, je suis admiratif. À la limite, je suis prêt, en tant que chirurgien, à travailler avec vous pour aider nos collègues ukrainiens. Car il y a bien sûr un consensus total, absolu de tous les Français, de tous ceux qu'on peut rencontrer pour soutenir nos collègues ukrainiens. Ma question est politique et elle a trait à un débat qui a eu lieu à l'Académie de médecine. Et j'étais à l'origine de ce débat et j'aimerais, comme ça, extemporanément, vous poser une question. La question est la suivante. Lorsque les événements tragiques que vous connaissez se sont déroulés, bien sûr, nous avons immédiatement réagi comme tout le monde. Nous avons adressé un message de soutien à l'Académie ukrainienne, etc., etc. Le problème s'est posé vis-à-vis des correspondants russes. Et ma question est la suivante. Avez-vous d'abord des correspondants russes dans cette Académie de chirurgie? Oui. À l'Académie de chirurgie. Oui. Avez-vous des collègues? Non. Non. Alors, je ne sais pas, ma question va tomber. Il y en a à l'Académie de médecine. Ben, je sais. Voilà. C'est même pour ça que je vous ai de... Je sais. Mais chez nous, non. Chez nous, non. Chez des contacts, On a Oui. Alors, non, alors, pardon, ma question va tomber un petit peu à l'eau. Le problème s'est posé de savoir s'il fallait rompre les relations avec les collègues russes, non pas pour les stigmatiser, bien sûr, mais dans l'espoir un petit peu, parce que bien évidemment, compte tenu du dictateur qu'il y a, il est plus sensible qu'il soit, il peut raison qu'il soit sensible à cet argument, mais l'idée étant que ses collègues russes, dont l'un, en tout cas, est très proche du pouvoir, l'un se manifeste auprès du pouvoir en disant voilà, à cause de toi, tous nos liens sont supprimés avec la médecine, disons, occidentale. Donc ma question tombe à l'eau, puisque je n'ai pas de correspondant russe. Je voulais savoir si vous en aviez eu, qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous auriez pris la décision? Elle était très débattue. Hein. Peut-être Eric qui va te répondre. Moi, pardon. Je parle je crois que c'est une discussion extrêmement importante, mais chacun a une réaction. Moi, je vais te donner un exemple très simple. J'étais il y a quelques jours à Kaboul et j'ai rencontré le ministre de la Santé taliban, qui est une espèce de gnome total. Et je me suis aperçu au bout d'un moment que c'était un urologue. Et nous avons commencé à parler médecine, chirurgie. Et je m'ai aperçu que son discours complètement, qui n'avait des fois pour moi ni queue ni tête, mais enfin quelque part il a le pouvoir, à partir du moment où nous parlions de chirurgien à chirurgien, c'était plus pareil, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se raconter d'histoire. Et je crois que si nous avons, et je suis certain que dans la salle ici, beaucoup ont des collègues russes, moi je crois à tout prix qu'il faut parler avec eux. Et au contraire, multiplier les témoignages, les discussions, aussi bien sur ce que nous voyons sur le terrain, ce qu'il ressent. Et je trouve qu'à partir du moment où nous avons un passeport médical et en plus chirurgical, je crois que ça peut permettre d'avoir un dialogue et c'est probablement ce qu'il manque tout de suite. Quelle a été la position de l'Académie de médecine? Alors, il y a eu...
Les débats ont été pas difficiles, bien sûr. Encore une fois, l'argument consistant à rompre les relations ne visait pas nos collègues russes, bien sûr, nos collègues correspondants russes, bien sûr, hein. Mais d'une façon générale, de même que la finance a touché au porte-monnaie des oligarques, l'idée était de sensibiliser les chirurgiens dans l'espoir fou qu'eux interagissent avec le pouvoir. C'était uniquement cela la démarche. On a bien compris. Je ne suis pas sûr que la situation soit superposable entre un ministre taliban et des chirurgiens russes, parce que je crois que les chirurgiens sont parfaitement au courant. Je leur fais crédit. C'est encore pire. Alors donc, s'ils ne sont pas conscients, autant rompre les relations. Alors, oui, ils ont les informations. Alors, je vais me permettre une petite remarque et quelque chose de vécu, puisque je suis en contact, en l'occurrence, avec une personne éminente russe, qui est, je ne dirais pas ses qualités, ni son nom pour des questions de confidentialité. Et dans les communications d'ailleurs que nous avons par WhatsApp ou par email, les communications sont toujours très discrètes. Il s'agit de personnes, alors pour les chirurgiens notamment éminents russes, ils ont une position internationale. Ils voyagent, ils sont en contact avec leurs collègues européens, américains, et donc pour eux, c'est un véritable drame. Et en l'occurrence, cet ami très cher à des enfants qui vont au lycée français à Moscou, qui va bientôt fermer. Et donc, cette éminente personne a vraiment d'énormes problèmes. Je dirais, c'est une chape qui s'abat sur eux, puisque finalement, c'est une sorte de dictature qui se crée et qui, en l'espace de quelques semaines, va les mettre sous une chape de plomb. Et c'est terrible. Alors, les isoler davantage, c'est une double peine, si je puis dire, et c'est particulièrement injuste. Au contraire, je pense qu'ils sont déjà sensibilisés et c'est pas un boycott qui permettra de les sensibiliser davantage. Quand on a encore quelques brèches de capacité de relationnel, comme vient de le dire Eric, avec des collègues, je crois qu'il y a probablement une contiguïté, une appartenance qui apparaît et qui probablement va leur permettre à eux peut-être d'entrer peut-être en résistance interne, parce que qu'est-ce qu'on attend d'eux? C'est qu'ils entrent éventuellement en résistance, mais on sait le prix qu'ils auront éventuellement à payer sur ce type de résistance. Et je pense que c'est très dur pour eux, parce que c'est très dur pour eux, parce que eux, ils sont conscients de ce problème et ils ne peuvent rien faire, puisqu'ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas exprimer, et c'est une dictature qui s'abat sur eux. C'est terrible. Imaginons que nous soyons chirurgiens à Moscou aujourd'hui, nous ayons d'un seul coup cette chape qui nous tombe dessus, cette fermeture, c'est extrêmement brutal. Et en plus, c'est très inquiétant pour sa famille, parce que quand on a cette chape qui va se fermer, il y a beaucoup de Russes qui actuellement partent justement. Actuellement, WhatsApp fonctionne? WhatsApp fonctionne. Parce qu'ils ont quand même aussi pas mal fermé toutes les écoutilles. Non, possibles, WhatsApp, je peux te confirmer que WhatsApp fonctionne. Il faut en profiter encore. Yves Catonnet veut intervenir. Oui, simplement, les chirurgiens orthopédistes ont pas mal de rapports avec les Yves Catonnet, chirurgien, les chirurgiens orthopédistes ont des relations. Oui. On a tous quelques amis, donc j'ai pas amis, des correspondants russes, on est tous allés en Russie, mais je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit une bonne tactique de leur dire d'emblée on ne veut plus correspondre avec vous. Il faut au contraire correspondre avec eux et leur dire ils n'oseront pas nous. Alors comment les joindre, c'est le problème, parce que les joindre, ils n'ont pas de. Enfin, les communications sont coupées au niveau Internet, non? Non, il y a toujours des joints par WhatsApp tout à fait facilement, par Internet. Il faut les envoyer en message. Par Internet? Moi, j'ai plusieurs correspondants russes, oui. Ce qu'il faut, c'est pas les mettre en position comme sur Facebook, etc. Ils ont fermé Facebook, ils ont fermé Instagram, ils ont fermé les réseaux sociaux. J'ai pas. Oui, d'accord. Et si WhatsApp passe, il faut se méfier parce qu'ils seront peut-être pistés par le KGB là-bas. Ils deviennent des résistants et donc ils peuvent aller au Goulag, qui est bientôt réouvert, le Goulag. Très discret sur les. Oui, très discret. Il faut pas qu'il y ait de. Je souhaite que les propos soient vraiment clairs. Encore une fois, je suis parfaitement conscient, je suis certain que nos collègues russes sont extraordinairement sensibles à ce qui se passe. C'est pas ça. Simplement, ils entreront peut-être d'autant plus en résistance qu'ils auront été isolés.
Bon, écoutez, Je ne suis pas sûr qu'il soit très débat. bien informé. Oh, ouais. Il y a eu un débat, en tout Je cas. crois plus à la proximité culturelle probablement ils sont probablement autant victimes que sont quelque part les Ukrainiens, de manière différente, mais ils sont victimes, ils sont coupés de l'information réelle, ils sont entourés d'un halo de propagande forcenée. Et je crois que ça, ce sont des victimes également. Alors, dans les actions qu'on a menées, je vais changer un tout petit peu de chapitre parce qu'il faut avancer. On a pensé aussi on a la chance d'avoir, avec la Fondation de l'Avenir, la représentation ici de la MGEN, qui représente donc les assurances autour du milieu scolaire. Et comme vous le savez, il y a des enfants, beaucoup d'enfants, qui sont isolés et réfugiés, qui n'ont plus leurs parents, qui sont ramenés en France, ils ne parlent pas le français. On a beau bien les accueillir actuellement, le maximum, les rescolariser, ils ont une phase d'adaptation, de stress, ils sont victimes, déprimés, etc. Et donc, il y a un énorme besoin de venir en aide à ces petits réfugiés qui sont en France. Alors, on rejoint peut-être une des préoccupations de la chaîne de l'espoir, c'est de voir comment, là aussi, on peut organiser une ligne de solidarité, d'intervention possible. Vous ne savez peut-être pas, mais moi, je m'occupe d'un dossier particulier avec le ministère de l'Éducation nationale et je mets en place des robots de téléprésence pour les enfants malades pour qu'ils puissent suivre leur scolarité depuis leur chambre d'hôpital à distance, le robot étant dans leur classe. On est en train d'imaginer, et il va falloir peut-être passer par le canal de la chaîne de l'espoir pour expédier des robots de téléprésence dans les écoles encore actives dans l'ouest de l'Ukraine, en particulier, pour qu'on puisse recréer du lien social, linguistique, culturel, avec des enfants isolés en France et qui pourront peut-être, dans des séances particulières, 2 ou 3 fois par semaine, dialoguer avec leur père ukrainien resté sur place, souffrant encore de la guerre, etc. Et donc recréer du lien parce qu'ils ont besoin de se rapprocher. Ils savent que leurs proches sont dans une situation terrible et il faut pas. Donc on va pouvoir organiser un lien psychologique formidable. Et j'ai maintenant des assurances pour qu'on puisse envoyer au moins une centaine de robots de téléprésence. Il va falloir les expédier, trouver peut-être avec la chaîne de l'espoir le chemin pour les y amener, etc. Donc on va monter également une filière particulière en dehors du côté purement sanitaire, donc pour s'occuper de cette problématique-là. Voilà, c'est peut-être pas mal de choses. On a aussi, Richard Villet, là, le président de la fondation de l'Académie de médecine et de l'Académie de chirurgie. Il faut peut-être que tu viennes nous dire nos fondations. Les fondations de nos académies sont importantes pour se lier à la Fondation de l'Avenir. Il faut que, bien sûr, le RESA aussi nous dise comment il pourra s'engager sur la solidarité, plus précisément. Et on va vous donner la parole maintenant, si vous voulez bien venir. Marion, Madame Romano et Monsieur Philippe Mar, notre président, vice-président. Monsieur le Président, je voudrais que tu dises très clairement qu'on soutient nos collègues. Et on soutient nos collègues, ah, bien sûr. Que tu le dises très clairement. Ah, mais moi, c'est ce que j'ai exprimé oui, directement. il faut que ce soit très très clair. Tu veux l'insister sur cet aspect-là. Poutine a fracturé quelque chose. J'ai dit qu'ils étaient victimes. Je voudrais juste, si tu me permets, aller au secours de mon président. Bien sûr. Monsieur Patrice Tranbaoui, je voulais aller au secours de mon président et nuancer vraiment le collègue russe, du russe par exemple, responsable de l'Académie des sciences russes. Si vous liez les relations avec le président de l'Académie des sciences russes, il fait partie du pouvoir puisqu'il a été nommé par le pouvoir. Donc dans notre démarche, on était un peu ambivalents. Si tu veux. Je crois qu'il y a les relations personnelles avec les collègues russes et je partage tout à fait l'analyse aussi bien d'Éric que la tienne Albert-Claude, mais dans la mission qu'on a eue dans cette réflexion à l'Académie de médecine, c'était de dire est-ce qu'on peut toucher les chefs de service russes qui sont nommés par le pouvoir, et notamment les présidents d'académie des sciences, d'académie de Russie, etc. Là, on touche le cœur du pouvoir oligarchique, et donc peut-être que c'est donc il y a vraiment dans cette relation différenciation, quelque chose je crois qu'il faut qu'on garde cette nuance. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, moi j'ai aussi pas mal de relations non médicales aussi en Russie, et quand ils nous répondent, on voit qu'ils sont très prudents.
parce qu'ils me disent « Oui, Richard, il se passe quelque chose de grave », mais ils ne peuvent pas dire plus, parce qu'ils sont totalement surveillés, ceux que j'ai vus en correspondance. Donc, on ne sait pas très bien, je crois que je vais dire ça. Je pourrais illustrer de manière différente ce propos et cette problématique, puisque au dernier RICF, nous avions invité, j'en ai parlé avec Raphaël Pitti, nous avions invité un de nos amis, collègues chirurgiens orthopédistes, Émile Cati, qui est franco-syrien, et qui a préféré, étant du côté gouvernemental, il a une clinique, un hôpital, etc. Mais sur place à Alep, quand il nous a envoyé une communication, il a dit « Je continue d'opérer. À Alep, c'est Hiroshima sans la bombe. » Et ça veut tout dire ce qu'il devait vivre, même du côté gouvernemental. Donc, par rapport à l'expérience de Raphaël Pitti, qui lui s'occupait du côté des rebelles. Mais en tant que chirurgien, il s'occupait des blessés venant d'un côté ou de l'autre en respectant les règles de la Croix-Rouge internationale, c'est-à-dire quelle que soit l'origine des blessés, quelle que soit leur partie, on s'occupe d'eux. Et ça, c'est notre éthique au niveau de l'ensemble des académies. Je pense que là, on peut être complètement en phase avec ça. Quand on a reçu Émile Cati, on lui a remis, de même qu'à notre ami afghan Najimullah Bina, on lui a remis le prix de la chirurgie de l'impossible, des chirurgiens de l'impossible. Ça veut dire que ça correspondait à quelque chose que vous faites, cher ami Raphaël, sur le terrain. Donc, il faut rendre compte, comme dit souvent Edgar Morin, que la pensée est complexe. Il ne faut pas trop vouloir simplifier, parce qu'on sait qu'on a des situations très douloureuses, très compliquées. Et nous, notre éthique médicale est toujours impacté, peut-être impacté. On peut malheureusement passer du mauvais côté de la barrière, mais quand on garde nos principes éthiques, on reste du bon côté, à mon avis. Merci Marion Lelouvier de nous dire peut-être quelques mots, comment vous voyez la participation de votre fondation à cette action que nous allons mettre en place. Merci Monsieur le Président. Oui, je suis simplement ici avec vous ce soir et avec une représentante de la Mutualité française pour témoigner du soutien que nous souhaitons apporter aux démarches que vous menez sur le terrain. Grâce à la solidarité des mutuelles et des adhérents des mutuelles, depuis 35 ans, la Fondation de l'Avenir est un des premiers financeurs en France de la chirurgie et de la médecine interventionnelle. Et je salue professeur Eric Allaire, qui a été président du conseil scientifique de la Fondation pendant plusieurs années. Et il nous a semblé totalement logique de pouvoir prolonger notre action, pour une fois peut-être un peu au-delà de nos frontières habituelles, pour nous associer aux soignants français qui sont solidaires avec leurs homologues ukrainiens, qui vont leur apporter une aide concrète sur le terrain, et pour nous associer aussi donc à ces soignants, médecins, infirmiers, chirurgiens, secouristes, les bonnes volontés des citoyens qui se transforment en soignants pour leurs pairs, parce que c'est exactement notre éthique, et parce que, comme vous le dites, c'est une crise parmi d'autres, probablement qu'il y en aura d'autres, et probablement que tout ce qu'on peut apprendre de cette crise aussi servira, y compris, et je suis très sensible à ce que vous avez dit en début de votre intervention, à la médecine ambulatoire, partout, demain, sur le territoire, sur nos territoires. Et donc nous avons cette conviction que cette solidarité va profiter à tous, et c'est ce que nous voulions dire aujourd'hui. Donc nous sommes aux côtés de l'Académie de chirurgie, de l'Académie de médecine, de la chaîne de l'espoir, la Mutualité française sur l'accueil d'enfants, et donc je peux vous confirmer un soutien à la hauteur de 50 000 € pour l'accueil d'enfants et de leurs familles en France dans les prochaines semaines, et nous verrons effectivement s'il y a d'autres besoins et d'autres actions qui peuvent être menées, y compris avec des partenaires comme la MGN. Voilà, c'est une première pierre qui est apportée et une réponse qui est apportée à court terme. Et au niveau de la Fondation de l'Avenir, nous sommes évidemment à vos côtés, professeur Pitti, pour soutenir la mise en place de ce nouveau centre de formation, et donc voilà, avec des discussions à prolonger. Je vous donne pas de montant aujourd'hui, mais
probablement assez important dans le soutien de votre centre. C'est donc ce dont je voulais simplement témoigner ce soir et merci beaucoup de votre invitation et pour moi aussi c'est un gros honneur d'être parmi vous. Merci à vous. Merci. Je voudrais que, si on peut donner quelques instants la parole à Madame Romano pour la Mutualité française, ce serait avec plaisir. Et puis également à notre ami du directeur du RESA, s'il veut bien dire quelques mots, parce qu'il va falloir concrétiser cette bonne intention. Je comprends que vous ne puissiez pas dire à l'instant le montant d'une participation financière de la Fondation de l'Avenir, mais il faut qu'elle soit significative, parce que les besoins sont énormes et il faudrait être un petit peu à la hauteur de ce qu'on peut attendre de nous. Et les besoins de la chaîne de l'espoir sont très importants. Allez-y, merci Madame Romano. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Donc pour la Mutualité française, la solidarité, c'est une évidence. C'est une valeur fondatrice du mouvement mutualiste. C'est donc une évidence pour nous de participer à cet effort de solidarité en soutien des populations ukrainiennes. Voilà, le sujet, c'est effectivement d'apporter un soutien aux civils, aux populations qui sont frappées, blessées, victimes, aux malades, et voilà, quelle que soit leur nationalité. C'est ça l'esprit de solidarité et d'humanisme que nous souhaitons défendre et témoigner aussi en cette occasion. Comme Marion vient de l'évoquer, effectivement, la Mutualité française s'engagera pour accompagner des enfants ukrainiens souffrant de pathologies chroniques ainsi que leurs familles, donc pour les accompagner en France dans nos établissements. Et déjà, une aide de 50 000 € a été décidée par la Mutualité française. Et dans les jours qui suivent, nous aurons la confirmation de l'accueil de la part des établissements mutualistes, donc les hôpitaux, les EHPAD, mais aussi les établissements pour les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup. Il faudra qu'on recrute des locuteurs franco-ukrainiens parce qu'il y a un problème très important d'adaptation linguistique et d'enseignement du français aux Ukrainiens. Et on n'a pas beaucoup d'enseignants d'ukrainiens qui connaissent la langue française. Et donc, il faut véritablement français langue étrangère. Pour des Ukrainiens, c'est un vrai sujet. Et si avec vous, avec la MGEN, avec les mutualités, nous pouvons peut-être essayer de faire un recensement des personnes qui pourraient participer à cet effort, c'est très important. Merci à vous. Et puis, le RESA, peut-être, merci. Puis après, on va faire la photo de famille dont on a besoin pour Paris Match. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup. Pas sûr d'avoir Paris Match, mais on va essayer de l'avoir. Donc merci beaucoup pour l'invitation, parce qu'effectivement l'enjeu est fondamental. J'ai entendu partir des besoins, j'ai entendu efficacité. J'ai l'impression, en vous écoutant, que le RESA pourra intervenir de trois manières différentes. Donc le RESA, c'est une centrale d'achat, c'est-à-dire qu'on a un réseau de 700 fournisseurs sur l'ensemble des besoins hospitaliers. Donc dispositifs médicaux, médicaments, produits numériques, ingénierie biomédicale. Donc on a ce réseau à disposition. Donc à un moment, on peut être aussi un relais pour des dons, donc un acteur de la communication. On est aussi un acteur auprès de l'ensemble des établissements hospitaliers. Donc ça, c'est le premier relais possible. Deuxième chose, on est une centrale d'achat, c'est-à-dire qu'on a tout des marchés publics à disposition. Donc si à un moment, on a besoin d'accélérer une procédure d'achat public, évidemment, n'hésitez pas, donc par la Fondation, par la chaîne de l'espoir. Donc ça peut être un moyen. Puis troisième chose, on est un groupement d'intérêt public en lien avec le ministère de la Santé, la DGOS. Donc il y a une cellule de coordination qui s'est ouverte au ministère de la Santé. Donc on peut aussi, nous, être un relais institutionnel, poser des questions. Donc voilà, on est à votre disposition, partir des besoins, c'est fondamental. Et on peut, il me semble, à partir des besoins que vous aurez qualifiés, nous, être un acteur de l'efficacité. Voilà, en quelques mots. Je suggère que la chaîne de l'espoir coordonne peut-être ce travail de recensement à la fois des offres possibles et en même temps des besoins, de créer les contacts nécessaires pour qu'on puisse continuer d'échanger, parce qu'il va falloir préciser comment on va aller véritablement faire ce qu'il faut là où il faut.
et pas de se dire « Ah, c'est bien, on fait un communiqué de presse et plus rien derrière ». C'est ça qui est le danger, c'est sur quoi nous essayons de lutter parce qu'on a un peu cette tendance de dire des choses et ne pas véritablement accompagner par l'acte. C'est un peu dangereux. Voilà. Merci. Donc, ça va être peut-être quelques mots de... Eric, c'est toi là. Merci infiniment. Moi, je suis très sensible d'être ici. Je rappelle que la présence de Raphaël Pitti est très importante pour avoir une vraie efficience en fonction du caractère unique et dramatique de cette situation. Je crois beaucoup au réseau et l'académie est le réseau par excellence et donc ça me semble très important d'être ici. Je vous remercie une fois de plus de nous avoir fait cet accueil et on vous tiendra au courant très rapidement. Merci infiniment.